C'est parti pour une petite capsule devlog autour de mon sujet, de mon jeu que je suis en train de développer en ce moment, Mecha Dino Magic Alien. Les gens de YouTube, et c'est un peu vrai aussi pour les gens de Twitch, si jamais vous savez pas c'est quoi le concept du jeu, vous savez pas c'est quoi toute cette histoire, bah, on va revenir un peu là-dessus durant cette capsule. Je vous recommande néanmoins les deux capsules qui sont déjà sorties sur le sujet. Bientôt, je vais tout gérer ça en playlist et tout, ça va être bien. Mais en attendant, voilà, c'est du coup le troisième devlog autour de cette histoire. Et aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à de la programmation ou des aspects techniques. Je pense même pas que je vais ouvrir le projet en tant que tel, parce que là, on va être sur une capsule un peu plus courte, je pense, qui va vraiment s'attarder sur le game design. On va faire une petite introduction au game design. Genre, c'est quoi réellement le game design à proprement parler? C'est quoi un GDD, un Game Design Document? Et comment est-ce qu'on fait pour designer une boucle de gameplay? Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce concept qui est assez fondamental en game design, le concept de boucle de gameplay. Je précise avant tout que je suis une autodidacte qui s'est contentée de lire quelque chose comme 3-4 livres sur le game design. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas un doctorat en game design, je n'ai pas de formation spécifique là-dessus, je suis donc jamais à l'abri de dire une connerie. Cependant, ce qui m'arrange pas mal, ça reste quand même que le game design n'est pas une discipline scientifique. Donc il y a quand même aussi une grosse partie artistique à l'intérieur, ce qui fait que on peut dire des conneries, mais ça reste vachement plus relatif que dans pas mal d'autres situations. Euh, et donc voilà, aujourd'hui on va revenir un petit peu sur tous ces sujets-là. Donc déjà dans un premier temps, bon alors déjà c'est quoi concrètement le game design? Genre petite définition un petit peu rapide parce que c'est assez flou. C'est-à-dire qu'assez souvent, on a l'image que le game design, c'est uniquement la personne qui est derrière, qui fait des trucs absolument théoriques, quoi, et qu'ensuite d'autres gens vont venir appliquer, etc., etc., etc. Bon, alors ici, en fait, on peut avoir plein de définitions différentes du game design qui sont plus ou moins larges. Certes, dans les gros studios, le game design, ça va vraiment être, oui, ce mec qui est game designer et qui s'occupe de faire concrètement des genres de gros tableaux Excel, des schémas, des machins explicatifs, ce genre de trucs. Mais en vérité, la plupart du temps, un game designer, c'est surtout quelqu'un qui se contente de faire un jeu. C'est-à-dire que dans le game design, si on reprend la définition d'origine, quasiment tout le monde qui bosse sur un jeu fait plus ou moins à son échelle du game design. Même quelqu'un qui fait par exemple genre des modèles 3D, bah, cette personne elle va avoir comment dire, des contraintes pour rendre le truc clair, pour que les feedbacks soient bien, pour que le modèle soit lisible. Et en fait tout ça c'est des trucs qui sont à prendre en compte dans bah, un design de jeu littéralement. Donc oui, les personnes qui s'occupent littéralement du design à proprement parler, le design graphique, visuel d'un jeu, sont aussi techniquement un petit peu des game designers. Mais souvent, quand on parle de game design, on parle surtout voilà, de ce travail théorique qu'il y a derrière, l'idée de savoir genre comment est-ce qu'en fait tu design donc des mécaniques de jeu et comment est-ce que tu fais ça de façon appliquée, comment est-ce que tu réfléchis concrètement et que tu conceptualises un jeu vidéo. Enfin, pas qu'un jeu vidéo d'ailleurs. Le game design, ça concerne tout type de jeu et voire même certains trucs comme des sports. Genre par exemple, il y a un game design pour ouais, le tarot. Il y a un game, pas le tarot de Marseille, le tarot, celui qu'on joue. Mais bon, moi je joue les deux. Il y a du game design pour des jeux où tu lances des dés. Il y a du game design, en gros, vraiment, genre un peu partout concrètement. Dans le game design, ça recouvre énormément de disciplines différentes. Genre, par exemple, il y a des trucs qui sont plus proches de la psychologie sociale. Pour essayer de comprendre comment fonctionne tel truc ou tel autre truc. Il y a des dimensions qui sont plus proches, bah, plutôt d'aspects, encore une fois, genre graphique ou d'aspects proprement parler de design. Salut et merci pour le raid. Euh, Enfin bref, tout ça pour dire, le game design c'est très très vaste, mais aujourd'hui on va vraiment s'intéresser à proprement partie sur la partie, sur les notions autour de la conceptualisation, et on va aussi distinguer le game design avec le level design. On fera une partie spécifiquement dédiée au level design plus tard, mais on va dire que en gros, dans la manière dont les gens parlent en général du game design, on parle pas, voilà, on en fait une discipline à part du level design, alors qu'en fait, bon, encore une fois, le level design, c'est du game design, mais nous, on va parler vraiment de la conception. Là où en fait,
Voyez ça un peu de cette façon-là. Genre le game design qui va donc décrire les règles du jeu, les mécaniques et les dynamiques à l'intérieur en fonction de... Il va décrire vraiment comment ça marche à proprement parler. Ça va être le travail du game designer. Alors que le travail d'un level designer, ça va beaucoup plus être de savoir comment est-ce qu'on applique ces règles et comment est-ce qu'on utilise ces règles qui ont été conçues par un game designer pour créer des situations de jeu qui sont intéressantes. Si jamais le game design était une science, ce qui n'est pas le cas, mais admettons, le level design serait la science appliquée qui est associée. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, voilà, comment est-ce qu'on conçoit des règles, et ensuite, comment est-ce qu'on crée des situations de jeu intéressantes. Nous, on va donc s'intéresser à la première partie, même si évidemment, elles sont connectées. Tu vas réfléchir et conceptualiser ton game design de façon à pouvoir créer des situations plus tard dans ton level design qui sont intéressantes. Et ça va être ça, le gros angle aujourd'hui de concrètement pourquoi et comment est-ce qu'on fait des boucles de gameplay. Mais d'abord, commençons par... Voilà, donc là on a parlé un petit peu de ce qu'était à proprement parler le game design, mais, il y a un autre concept intéressant à prendre en compte qui est moins évident, je pense, que ce que ça en a l'air immédiatement, c'est le concept de GDD, de Game Design Documents. Parce que et déjà, en fait, en règle générale, à quoi ça sert les documents dans la conception du jeu vidéo? Bah, concrètement, tu fais un document de game design, soit dans un objectif pour toi, de toi-même à tout seul, comprendre des trucs par rapport à ton jeu, faire de l'équilibrage, ce genre de choses, mais c'est surtout pour communiquer des trucs au reste de l'équipe. C'est-à-dire que moi, à proprement parler, vu que c'est un projet de solo dev, le game design document, j'en ai pas tant besoin que ça. Si je le fais, c'est avant tout pour vous et pour plus tard, si jamais j'ai d'autres personnes qui viennent bosser sur le jeu, pour avoir un endroit de référence qui permet de décrire concrètement c'est quoi la philosophie du jeu, c'est quoi les mécaniques qui en découlent, c'est quoi les trucs prioritaires, comment est-ce qu'on conceptualise le jeu. C'est un document qui sert avant tout à de la communication. Un autre truc qui est souvent assez ignoré dans le travail du game design, parce que souvent le travail de game design c'est un truc qui est perçu comme étant un peu sexy. Voilà, tout le monde veut être un peu game designer dans le monde du jeu vidéo, c'est un peu classe, c'est un peu légitime, alors qu'en vérité, genre, être game designer, c'est aussi quand même plus de 70% de ton travail, tu le fais dans des tableurs Excel. Hein, concrètement, ça va consister à essayer de trouver comment faire pour formaliser les dynamiques du jeu, pour pouvoir faire un tableur qui permet de résumer les trucs, pour pouvoir faire de l'équilibrage. C'est-à-dire qu'en fait, la partie où tu conçois les mécaniques à proprement parler, c'est quasiment un truc presque minoritaire, quoi, au final. L'écrasante partie du travail d'un game designer, ça va être autour des questions, ouais, d'équilibrage, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas dans les trucs qu'il a conçus. Ça, c'est aussi un autre truc qu'on a tendance à oublier dans le game design. C'est-à-dire que parfois, on a cette image de le game designer, c'est ce mec qui a un très gros cerveau, qui réfléchit à plein de trucs, et ensuite, voilà, il a la vision, et les gens appliquent sa vision, et ensuite le jeu est excellent. Et si t'as un bon game designer, et bah du coup, t'auras un bon jeu à la fin. C'est pas comme ça que ça marche. Un game designer, il doit faire un truc, comment dire, qui soit dynamique et qui évolue. Quand tu es un bon game designer, par exemple, ne pense pas sa pratique en dehors du playtesting. Le playtesting, le fait de faire tester le jeu à des gens, c'est un truc qui est absolument fondamental dans le game design. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux faire des trucs par l'expérience et que tu peux corriger le design du jeu que tu as fait pour essayer d'avoir un meilleur jeu à la fin. Oui, le bêta testing, le fait de faire du playtesting, bêta testing, c'est la même chose. Sauf que non, playtesting c'est plus large. Bêta testing c'est pour quand tu as une bêta. En gros, concrètement, la conception d'un jeu vidéo se fait souvent en plusieurs grandes étapes. Moi, j'en suis à la partie qu'on appelle le prototype. Le prototype, c'est en fait c'est le tout premier truc que tu fais. Autant en tant que dev qu'en tant que game designer, c'est un moment qui est vraiment clé à proprement parler, parce que c'est là justement que tu vas définir c'est quoi les mécaniques du jeu. C'est là où tu fais le game design de conception dont je parlais au début, et sur quoi va se baser tout le reste du travail. Donc c'est durant le moment où tu fais ton prototype et où tu conceptualises ton prototype que tu vas vraiment, comment dire, définir tout ce que tu vas faire dans le jeu plus tard. Tout ce que tu vas finir par devoir décider, devoir créer, c'est un moment qui est absolument fondamental, le moment du prototypage, parce que c'est potentiellement le moment le plus critique de toute la conception de ton jeu. Euh, Ça, c'est pour la partie, c'est au début. Mais une fois que tu as fait ton premier prototype, tu essaies d'obtenir ce qu'on appelle concrètement une vertical slice.
Pareil, c'est des concepts, on va aborder ça plus tard dans d'autres capsules, vraiment dans longtemps. Mais en gros, une vertical slice, le concept, c'est de créer une expérience le plus proche possible de ce que va être ton jeu à la toute fin, mais pendant genre 2 3 minutes. C'est-à-dire que tu essayes de vraiment faire un produit terminé, mais que sur quelques minutes, histoire d'avoir une idée de à quoi ressemble concrètement, genre de à quoi ressemblera plus tard le jeu complètement terminé. Ça, c'est un truc qui arrive du coup à la toute fin de la phase de conception, voire même parfois ça arrive pendant la phase d'alpha. Euh, et parfois, même certains jeux se font sans vertical slice. C'est aussi un truc qui arrive dans le monde du game dev. Et donc, c'est en gros pour les phases de conception d'un jeu. Donc, du coup, voilà, c'est ça. Il y a la conception, le prototypage. Donc là, c'est le moment où tu vas commencer à gérer justement les trucs dont on va parler aujourd'hui. Tu vas définir tes boucles de gameplay, ce genre de trucs. Ensuite, du coup, tu vas avoir la partie qu'on appelle l'alpha. Une alpha, du coup, c'est vraiment genre, c'est le jeu pas terminé où il reste quelques levels, mais c'est quand même jouable et c'est quand même testable. Mais tu vas pas le distribuer. Tu vas juste le faire tester toujours, souvent en interne ou souvent en faisant appel à des playtesters sur le côté. Mais de toute façon, pareil, le playtesting, ça mérite d'avoir une capsule intégralement dédiée que à ça, pour le coup. Donc on en reparlera vraiment beaucoup plus en détail plus tard de comment est-ce qu'on playtest, c'est quoi les enjeux derrière le playtesting, comment gérer ces différents playtesters, parce qu'en fait un playtester qui va revenir jouer à ton jeu tous les 3 mois, ça n'a rien à voir d'un playtester qui teste ton jeu pour la première fois dans la façon dont tu vas gérer ça. Est-ce que tu es derrière le mec pendant qu'il joue? Est-ce que tu le surveilles de loin? T'as plein de trucs qui sont à définir par rapport à comment est-ce qu'on fait du playtesting. C'est un de mes sujets préférés dans le game design, donc promis on en reparlera plus en détail. Mais du coup là aujourd'hui on va s'intéresser en détail au truc dont je parlais plus précédemment, à savoir le GDD. Le GDD qui du coup à la base sert avant tout à communiquer normalement au sein de son équipe, ou parfois à, quand t'es même solo dev, toi te rappeler c'est quoi tes trucs de conception. Parce que quelqu'un va demander dans le chat du coup, mais dis-moi Jamy, comment est-ce qu'on fait un bon jeu? Et ben c'est justement la réponse à laquelle essaye de répondre le game design. Il faut comprendre qu'il y a plein d'écoles différentes dans le game design, mais que la plupart des gens sont relativement d'accord avec un truc, c'est que le game design a pour objectif principal, même si c'est encore une fois pas vrai pour toutes les écoles de game design, mais l'objectif principal du game design, c'est de créer du fun, tout bêtement. Et attention, ça veut pas dire enlever la frustration, parce que la frustration, c'est fun. Genre, c'est là qu'il faut comprendre genre, tout ce qu'il y a derrière le concept de truc fun. Genre, un machin fun, c'est un machin qui te file de la satisfaction, parfois un sentiment de puissance. C'est très large, c'est très vaste. Et concrètement, ça dépend beaucoup de ton public cible. Ça dépend beaucoup de à qui tu veux faire jouer ce jeu. Sauf quand tu joues à Elden Ring. Mais moi, tu vois, je trouve par exemple que Elden Ring, c'est un jeu qui est ultra fun, mais il sera pas fun pour tout le monde. Genre, tu prends quelqu'un qui n'a jamais joué à aucun jeu vidéo de sa vie, tu lui fais jouer à un Souls ou à Elden Ring, il pète un plomb. C'est le jeu le moins fun de la Terre. Donc en fait, la notion de fun, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de, comment dire, elle dépend à qui tu veux faire jouer le jeu. Elle dépend de l'espace culturel à qui tu veux le vendre, parce qu'en vrai de vrai, la sociologie des gens, elle évolue aussi en fonction du pays, de qui tu veux viser, de ce genre de questions. Voilà, donc il y a des dimensions culturelles et tout. Et donc normalement, tu es toujours censé penser ton game design par rapport à ton public cible. Moi, en l'occurrence, je m'en suis un peu battu les couilles pour mon jeu, parce que pour le coup, la personne que j'ai envie de satisfaire avec mon projet, c'est moi-même, principalement, et un peu vous, ma communauté à moi, par rapport à ça. Mais du coup, voilà, moi, vu que c'est un projet passion, bah, concrètement, genre, la question du public cible, c'est pas ce que je vais me poser en premier. Je vais surtout d'abord essayer, même si, concrètement, avec les différentes inspirations que j'utilise, on pourrait quand même trouver un public cible au jeu que j'essaye de faire. Mais on va revenir un petit peu du coup sur comment est-ce qu'on commence à faire un game design, comment est-ce qu'on commence à faire un GDD, du coup, c'est quoi les premières choses auxquelles on réfléchit. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc moi, petit rappel des faits, mon jeu s'appelle Mecha Dino Magic Alien, et c'est une espèce de trip psychédélique très nerveux en dungeon crawler, basé sur des notions qui sont proches du tempo. Il y a toujours un public cible, de facto tu vends un jeu vidéo, bah pas forcément. Par exemple, la plupart des jeux qui sont disponibles sur itch.io ne sont pas du tout là pour être vendus. C'est des jeux qui sont faits pour beaucoup en game jam, et du coup il n'y a pas de public cible.
Genre, mais par contre, quand tu veux formaliser à proprement parler ton game design, c'est beaucoup mieux d'avoir un public cible. Parfois, il y a aussi genre des jeux qui juste se font parce que la personne elle a eu une obsession et elle voulait réaliser son jeu et ça finit par créer un public plus tard. Mais encore une fois, de base, tu ne crées jamais ton jeu ex nihilo. Tu fais toujours référence à différentes mécaniques. Et vous allez voir que moi, quand on va décrire c'est quoi mon jeu, même si je ne suis pas parti d'un public cible, vous allez voir qu'un public cible se dessine avec mes obsessions et avec pourquoi est-ce que le jeu, et avec comment le jeu va se structurer. Donc déjà, voilà, petite présentation de mon tout premier, de ma première version de mon GDD. Bienvenue dans le GDD de Mecha Dinomagic Alien. Alors oui, moi, mes game design documents, je les fais sous forme de présentation. Je trouve que c'est objectivement le meilleur format pour avoir un truc un peu clair. Alors, ça veut pas dire qu'elles sont faites pour être sur un diapo. C'est juste que je trouve que c'est la bonne façon d'écrire un game design. Genre, c'est beaucoup mieux que des feuilles A4 à l'horizon, à la verticale. Je trouve que le format paysage, pour décrire des mécaniques, il est vachement mieux. Donc, petite table des matières. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un GDD? Alors attention, il va manquer certains aspects. J'ai pas encore pensé à tout. Alors, petit 1, la vision. Ça, c'est un des trucs absolument central. C'est le point de départ de ton jeu. C'est le point de départ de ce que tu essayes de faire. Ensuite, l'expérience du joueur. Parce que, j'ai oublié de le dire ça, mais concrètement, si au-delà de la question du fun, le game design cherche avant tout à créer de l'expérience. Voilà, un graphiste cherche à créer une image, un musicien cherche à créer une musique, un écrivain cherche à écrire un récit, un game designer crée des expériences. Et c'est ça qui fait la spécificité à proprement parler du game design. Même s'il y a d'autres formes d'art qui font des expériences. Par exemple, la performance, ce genre de choses. Mais avant tout, ce que fait un game designer, c'est faire une expérience de jeu. Et donc, on va parler un petit peu du coup de qu'est-ce qu'on a à dire sur Player Experience. Tu viens seulement de capter le titre du jeu, ouais. Ensuite, on a du coup les boucles de gameplay, qui est un concept assez central dans le game design dont on va parler aujourd'hui. Et puis ensuite, voilà, moi, il y a les trucs plus spécifiques qui sont liés à mon jeu, à moi, à proprement parler. Donc, on va avoir. J'ai déjà commencé la partie sur la grille. Ensuite, moi, j'ai tout ce qui est combat et action. Les items, les armes et comment est-ce qu'on crée un build, parce que vous allez voir que j'ai des dimensions de RPG dans mon jeu. Ensuite, il y a un truc autour des IA. Ensuite, il y a un truc autour de comment est-ce que je structure mon monde et mon donjon à proprement parler. Ensuite, il y a une partie sur la narration. Il faut que je rajoute une partie sur l'interface. J'ai oublié de rajouter un chapitre sur l'interface, les menus et tous ces trucs-là. Donc ça va être un truc que je vais faire un peu plus tard. Parce que oui, autre point important, autre détail, un GDD, aussi parfois appelé une Game Bible, mais moi je trouve que c'est un peu irrespectueux pour la Bible. Voilà. C'est pas un truc, genre encore une fois, que t'écris et ensuite c'est fini. C'est un document qui est fait pour évoluer. C'est un document qui est fait pour y retourner. Genre, le but, c'est de faire un aller-retour. Vous voyez, c'est un peu comme le marxisme. Ouais, c'est pratique, retour sur un truc théorique, pratique, retour sur théorique. Je pensais jamais que j'allais faire ce parallèle, mais il est fait. Voilà, il est réel, il existe maintenant, cette chaîne. Mais concrètement, le GDD, il est fait pour évoluer. C'est-à-dire que moi, je pense pas que ça aurait eu beaucoup de sens de faire d'abord mon GDD et ensuite de faire mes premiers concepts. Je pense que ça a plus de sens de d'abord réfléchir à mes concepts, essayer de faire un truc qui fonctionne un petit peu, qui est un peu satisfaisant. Et je trouve que ce que j'ai aujourd'hui est satisfaisant. Je vous ai montré la dernière fois, je vous montrerai peut-être à la fin de la capsule à quoi ça ressemble pour le moment, mais je trouve que c'est relativement satisfaisant. Donc du coup, je suis parti du principe que je pouvais commencer à réfléchir à mon game design, parce qu'une fois que tu as un machin où tu peux commencer à avoir le début d'un truc intéressant, bah le game design va te permettre de l'affiner, va te permettre de le raffiner, d'en faire un truc vraiment bien à la fin, quoi. Donc, bah, je vais pas finir d'écrire mon game design, mon GDD, et ensuite je vais passer à autre chose. Je vais faire un bout de mon jeu, réfléchir à mon GDD, faire un bout de mon jeu, réfléchir à mon GDD, et ensuite faire des allers-retours comme ça. Et le jour où je vais avoir des gens qui vont vouloir travailler avec moi sur le projet, parce que ça reste un objectif à long terme. Moi, je vous l'ai dit, j'aimerais bien faire travailler des artistes 3D, j'aimerais faire travailler des artistes, j'aimerais bien faire travailler Scorch par exemple sur le sound design. J'aimerais faire travailler plein de gens à plein de niveaux sur le jeu. J'ai aussi une pote que j'aimerais bien faire bosser sur des aspects plus narratifs. Enfin ouais, j'ai pas envie de rester entièrement toute seule sur ce truc-là, même si je vais quand même garder la main du début à la fin, je pense. Je vais pas non plus en faire un projet full collectif, quoi que ce soit. Je vais plus faire appel à des intervenants. Mais donc voilà. Bon, alors, du coup, le truc qui est quand même intéressant, un truc que tu peux faire, que tu peux écrire avant même de commencer à réfléchir à ton jeu, ça reste quand même, du coup, cette toute première étape, à savoir, c'est quoi ta vision? C'est quoi la vision du jeu? Et vous allez voir que ça se répète un peu avec la player experience,
mais c'est pas très grave. Genre, on n'est pas là pour faire un truc parfaitement carré, objectif, etc. C'est pas très grave si ça se répète de temps en temps. C'est quoi la vision qu'il y a derrière mon jeu? Et du coup, ça correspond un petit peu à la toute première capsule que je vous ai faite, le devlog numéro 0. Euh, Concrètement, c'est tout que je vous ai raconté. C'est quoi le high concept? Le high concept, c'est genre, souvent on appelle ça aussi un peu un elevator pitch. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais bref. L'elevator pitch, concrètement, c'est si jamais tu es dans un ascenseur avec quelqu'un et que tu vas genre au 9e étage, est-ce que tu as le temps d'expliquer ton jeu et de donner envie à la personne d'y jouer? C'est en gros quelques phrases qui sont censées donner envie aux gens de venir jouer au jeu et qui en même temps sont descriptifs sur ton jeu. C'est pas non, ça doit pas être mensonger non plus, tu vois ce que je veux dire? Euh, donc, moi, c'est quoi mon high concept? Et encore une fois, pareil, un high concept, ça peut aussi évoluer avec le dev du jeu au fur et à mesure. Moi, du coup, vous êtes une goule qui émerge au milieu d'un conflit séculaire entre des extraterrestres magiques, pardon, et des dinosaures cyborgs. Votre but est d'apaiser ce monde gangréné par la guerre et l'exploitation, ainsi que de découvrir ce qui se trame réellement derrière ces sociétés défaillantes. Pour ça, il va vous falloir explorer de fond en comble la carcasse, le monde de MDMA, afin d'y trouver les artefacts qui vous permettront autant de survivre que de mieux comprendre cet univers. Ça, c'est le premier truc que j'ai réfléchi par rapport à ça. Vous allez voir que ça s'affinera un peu plus tard, mais ça, c'est le truc de base dont je suis parti pour réfléchir à l'idée de mon jeu. Ensuite, une fois que tu as fait ce truc-là, tu vas définir, tu peux le faire dans l'autre sens. Il y a deux concepts un peu différents. Il y a ce qu'on appelle les bullets, qui sont plus un concept en vrai marketing qu'autre chose, et les piliers. Les piliers, c'est les trucs fondamentaux de ton jeu qui ne vont pas changer du début à la fin et qui sont les plus structurants. Genre les piliers, c'est vraiment ce qui va définir ce qui fait la spécificité de ton jeu et c'est des guidelines générales pour tout ce que tu vas designer. C'est-à-dire que idéalement, la moindre mécanique que tu mets en place, le moindre nouveau concept que tu vas implémenter doit résonner avec de préférence tous tes piliers ou sinon la plupart de tes piliers. Genre si tu veux rajouter une mécanique à ton jeu et que cette mécanique ne va bien que dans un seul des piliers et pas genre dans tous les piliers, c'est que c'est pas une très bonne mécanique à dans ton jeu. Il vaut mieux pour le coup, ouais, genre te dire bon comment est-ce que je peux la retravailler. Soit tu la retravailles pour qu'elle soit encore plus compatible avec tous les autres piliers de ton jeu, soit potentiellement c'est pas une bonne mécanique à rajouter quoi. Et donc moi c'est quoi les piliers de mon jeu? Voilà, explication concrète, immédiate. Les piliers de mon jeu, c'est déjà dans un premier temps que c'est un dungeon crawler. Voilà, c'est le truc le plus important. C'est le style de mon jeu. C'est le style le plus structurant de mon jeu. C'est un dungeon crawler, donc c'est à la première personne, mais sur une grille carrée. Et on se déplace, donc du coup, alors moi du coup, c'est dans mon dungeon crawler à moi, on se déplace de chunk en chunk. J'explique un peu plus loin ce que ça veut dire un chunk. Et je veux faire un dungeon crawler qui a surtout un accent très fort qui est mis sur la verticalité et les secrets. Voilà, moi ce que j'aime bien, c'est explorer des machins, trouver des passages secrets, ouvrir des trucs, les murs invisibles, tous ces machins-là. Enfin, il y a un gros truc autour de moi, du coup, du level design que je veux mettre en place. C'est un jeu qui est très vertical et c'est un jeu qui est très axé autour de la notion de secret. Je connais pas Void Stranger pour le coup. Mais mes inspirations, elles sont un peu plus en bas dans le game design, vous allez voir. Ensuite, autre concept très important de mon jeu, sur lequel je vais pas revenir plus en profondeur parce que j'en parlerai dans la capsule suivante, c'est le concept de pseudo tour par tour. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, toutes les sous-actions sont conditionnées par une durée atomique, ça veut dire indivisible, c'est la durée de base, c'est-à-dire que toutes les autres durées dans le jeu, toutes les autres périodes de temps vont être définies par une seule et même temporalité. Pour le coup, donc on va vraiment avoir genre il n'y a pas de truc qui dure moins longtemps que un action time. C'est la durée atomique. Donc les mouvements sont très saccadés. C'est quasiment un jeu rythmique. Et encore une fois, pour revenir sur les dimensions rythmiques, on va un peu en reparler, je pense, un peu plus tard. Encore une fois, je sais pas encore si je mets du rythme dans le jeu ou si je mets pas de rythme dans le jeu. On verra ça plus tard. Et pour finir, l'avantage de ce truc de pseudo tour par tour, c'est que c'est optimisé pour le speedrun. Parce que du coup, en fait, vu qu'il y a une durée atomique, tu peux optimiser ta run parfaitement. C'est-à-dire qu'il existe un chemin optimal où si tu fais toutes les bonnes inputs au bon timing et au bon moment, bah ça durera l'exact même temps
pour 2 joueurs qui vont réussir à faire ces 2 trucs-là en même temps. Donc en fait, il y a aussi une vraie notion où ce pseudo tour par tour, c'est un peu aussi à destination des speedrunners. Oh, c'était que des jeux que je connais pas, c'est ouf. Troisième pilier, c'est un RPG sans leveling. Alors oui, ça ressemble un petit peu du coup à du Elden Ring, mais moi j'ai été très frustré par Elden Ring. J'ai été très frustré par un truc principal, c'est que le nombre de réincarnations, le nombre de moments où tu peux changer tes statistiques dans Elden Ring, il est très limité. Et du coup, ça te refroidit un peu de tester différents builds. Et moi, ça m'énerve quand tu fais ton jeu qui est construit sur le fait d'aller récupérer des objets et que 80, voire même 90% de ces objets, tu peux pas les utiliser. Moi, ça, c'est vraiment le truc qui me saoule. Et moi, je veux absolument faire une narration très proche de celle d'un Souls, donc avec de la narration par l'objet. Donc, les différents artefacts que tu vas aller récupérer à droite à gauche à travers le monde sont très importants, très structurants. Et donc, j'ai envie que quand un joueur trouve un objet, non seulement ça lui indique des... comment dire? Non seulement ça lui indique des éléments sur le lore, des trucs du genre, mais je veux qu'il puisse l'utiliser. Toute la récompense toutes les récompenses du jeu sont basées sur le fait de les trouver, ces objets. Donc j'ai envie que les joueurs puissent les utiliser. J'ai pas envie que ça soit juste t'es content pour la collection. J'ai envie que ça puisse s'intégrer. Mais il y aura quand même un système de build. Il y aura quand même des trucs un peu spécialisants à l'intérieur du jeu. Mais l'objectif, ça va quand même être que tout objet que tu trouves, tu puisses plus ou moins l'utiliser. Il y aura quand même des stats, mais ces statistiques, elles seront basées plutôt sur tes équipements. Genre par exemple, n'importe qui pourra pas porter une arme lourde. Pour porter une arme lourde, faut porter une armure lourde. Vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens. Si, parce que c'est pas un univers médiéval. C'est un univers de science-fiction. Donc les armures lourdes sont des armures mécaniques qui permettent donc de porter des trucs plus lourds. Et donc du coup voilà, et au passage, ça c'est un autre élément du coup de cette fois-ci plutôt du lore. Mais encore une fois, tu joues une goule. Une goule, elle est déjà morte. Genre en soi, elle peut pas progresser davantage. Elle peut pas gagner de l'expérience, elle peut pas gagner des niveaux. C'est une goule, elle est morte. Du coup, j'aime bien ce concept de pas lui donner de progression à part entière et que, en gros, l'entièreté de la progression vient avant tout des artefacts que tu trouves et de ta capacité à les utiliser. Je trouve ça cool. Et donc, pour finir, dernier pilier important de mon jeu, difficulté et narration. C'est un Souls ou slash un Fear and Hunger-like. C'est entre les deux, on va dire. Dans le sens où j'aime bien aussi la difficulté de Fear and Hunger, je vais pas mentir. Elle est moins juste que celle de Souls, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc l'objectif, c'est que la difficulté doit être relevée. Mais souvent pour moi, pas mal de gens qui font des Souls-like comprennent assez mal c'est quoi un Souls-like, à proprement parler. Pour moi, c'est beaucoup plus général que faire un TPS dans lequel tu as une roulade. D'accord? Pour moi, les difficultés de Souls-like, c'est vraiment basé exactement à plusieurs trucs. C'est autour de la question de connaissance. C'est aussi basé autour de la question de contrôle. Genre, il y a vraiment un truc où tu peux. Si un Souls est difficile, c'est parce que tu peux pas mâcher ta manette. Tu peux pas rentrer 10 milliards d'input. Il faut être capable de prendre son temps. Il faut être capable d'attendre le bon moment. Et genre, ça, c'est un truc que peu de gens calent vraiment dans pourquoi est-ce que les Souls sont bien. Et surtout, pour moi, un des trucs de design principal que tu as dans les Souls, c'est que dans Souls, jusqu'à la quasi fin du jeu, quasi tous les ennemis peuvent te buter. Genre, aucun combat n'est anodin. Et ça, c'est important. Genre, au-delà des questions d'esquive, de roulade, de machin, de je sais pas quoi, ce qui fait qu'un Souls est un Souls, c'est que tout le monde est dangereux. Et oui, c'est aussi des jeux très rythmiques. Et ça, c'est très compatible avec ce que moi je fais justement par rapport à mon pseudo tour par tour, donc ça m'arrange. Et donc c'est pour ça que je trouve que le fait que ça soit une difficulté un peu à la Souls, ça colle bien avec le côté pseudo tour par tour. Et pour moi, c'est ça qui définit avant tout un bon Souls. Un bon Souls, c'est pas juste un jeu qui est bêtement dur et bêtement injuste. Déjà, au contraire, je trouve que les Souls sont plutôt des jeux assez justes. Le truc le moins juste que t'as dans un Souls, c'est le fait de devoir parfois se prendre quelques tartes pour pouvoir savoir que ça, c'est une tarte. Mais bon, ça reste du gameplay par l'apprentissage. Et c'est même pas tant injuste parce que le jeu est fait pour que tu meurs. Le jeu est designé pour que tu fasses que crever. Donc en soi, ça fait partie du design du jeu. Donc pour moi, derrière cette question de Souls-like, j'aimerais voilà, essayer de faire c'est quoi, moi, ma vision du Souls-like. Et pourquoi est-ce que je trouve que plein de Souls-like se pètent les dents. À commencer par Life of Pi, ou je sais plus comment il s'appelle, là, le jeu où tu te balades entre deux mondes, que je trouve vraiment cata, pour le coup, en termes de design. Où c'est vraiment genre des gens qui ont trop mal compris c'était quoi un Souls-like.
c'est juste des puristes qui ont essayé de reproduire les trucs que eux trouvent bien par purisme et qui n'ont pas compris le fond de ce qui rendait les designs des Souls vraiment cool. Et c'est pour ça que pour moi, il y a même un intérêt à faire un jeu qui n'a pas le même game design qu'un Lord of the Fallen, c'est ça, merci. Qui n'a pas précisément le même design qu'un Souls. C'est pour ça que je fais un truc qui n'est pas un TPS à distance, etc. Que moi, je fais vraiment que je prends un autre jeu, le Dungeon Crawler, et je réfléchis comment faire un Souls à partir d'un Dungeon Crawler. Et je pense que c'est plus intelligent que d'essayer de refaire à proprement parler, genre un Souls. Ensuite, du coup, ça c'est pour la partie vraiment en termes de game design. Les bullets, c'est davantage des trucs marketing. Ça, c'est ce qui va structurer ton jeu. Les bullets, c'est vraiment ce qui va plutôt te donner envie d'y jouer. C'est plutôt ce qui va vraiment genre te servir à, on va dire, vendre le jeu, quoi, concrètement. Et donc moi, concrètement, c'est quoi les trucs qui sont censés attirer les gens dans mon jeu? C'est du coup, voilà, le gameplay. C'est un dungeon crawler hyper nerveux. C'est à mi-chemin entre les doomer shooters et les trips nerveux à la Hotline Miami. Et ça, je pense qu'on a une vraie demande. Je pense qu'il y a une vraie demande autour de l'idée de faire des jeux qui a un feeling de baiser, quoi. Genre un truc genre là, 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 là. Il y en a un peu marre d'avoir des jeux indépendants qui sont juste basiquement tout le temps des putains de jeux narratifs ou des farmer simulateurs. Enfin, j'en ai marre. Je veux faire un jeu qui va vite, qui tape fort, Donc l'objectif d'avoir un feeling proche, pour le coup, vraiment, d'une prise de drogue excitante. Alors, pour être parfaitement honnête, c'est pas de la MDMA que j'essaie de reproduire en termes de feeling. Je vous laisse deviner plus tard, quand tu auras les feedbacks et tout, de quelle drogue je m'inspire, mais ce sont des excitants. Ça, c'est réel. Ensuite, l'univers. Moi, je pense que ça peut être très, 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 très vendeur. Un jeu qui soit à mi-chemin entre des délires un peu pulp, vieille bande dessinée, truc un peu rétro-futuriste à la Métal Hurlant, le Métal Hurlant de l'époque. Avec des dimensions Lovecraftiennes. Bon, après, Lovecraft était partout à l'époque de Métal Hurlant. Essayer de faire un truc un peu Lovecraftien, mais qui soit pas raciste. Ce serait un peu l'objectif. Voilà, de faire vraiment un truc ouais, qui donne vraiment envie avec un univers qui a des règles qui sont assez différentes. Je vous avais déjà donné, c'était quoi mes 5 éléments. C'est-à-dire que moi, du coup, c'est pas le feu, la terre, l'eau, machin. Moi, mes 5 éléments, c'est le feu, l'acide, la magie. Et j'avais mis quoi d'autre aussi? Enfin voilà, c'est des éléments qui sont assez particuliers. Voilà, j'essaie de créer un système d'éléments qui change un peu de la différence. Et puis surtout, voilà, les différentes factions du jeu représentent du capitalisme exacerbé dans différentes dimensions. Voilà, j'ai déjà expliqué que du coup, les mécadinos sont pour le coup plutôt une forme de néolibéral très avancée jusqu'à devenir de la concurrence cannibale. Voilà, les mécadinos se mangent entre eux. C'est des cannibaux. Alors que pour le coup, les Magic Aliens, c'est une société féodale, en gros, euh, et esclavagiste. Alors que pour le coup, les Mécadinos, c'est beaucoup plus des génocidaires. Bref, du coup, voilà, il y aura vraiment un aspect lutte des classes dans l'histoire du jeu quand même. Ensuite, en termes d'esthétique, voilà, esthétique proche de la science-fiction, Métal Hurlant, etc. Une esthétique qui, je pense, parle à beaucoup de gens. Des musiques électro et techno qui, je trouve, manquent beaucoup trop dans le jeu vidéo. Et les graphismes, ça, je me fais confiance, ça va être un truc pseudo-rétro. Voilà, un peu comme à l'époque des jeux où on faisait du pixel art. Sauf que c'est du pixel art qui ne serait jamais rentré dans aucun jeu de Super NES, hein. C'est du faux pixel art, concrètement. Bah, moi, c'est un peu ça que je fais, c'est du faux rétro. Euh, Et donc, ensuite, voilà, on a quelques parties que j'ai pas beaucoup remplies. Par exemple, public cible. Bon, la partie est un peu vide. Mais la vérité, avec ce que j'ai déjà écrit, vous commencez à voir c'est quoi le public cible. Le public cible de mon jeu, c'est... Bah déjà, c'est mes viewers. Ensuite, c'est plutôt des joueurs hardcore. Enfin, hardcore. On dit hardcore pour dire des joueurs qui jouent à beaucoup de jeux vidéo. Donc plutôt des joueurs qui sont des habitués. C'est pas vraiment un jeu qui est fait pour les nouveaux joueurs, les nouveaux entrants. C'est un jeu plutôt dur. Le public cible, c'est des gens qui, je dirais que ça va de les gens qui ont 20 ans et qui sont attirés par l'esthétique rétro des années 80-90, jusque à des gens low-key boomers qui ont 40-45 ans et à qui c'est des esthétiques que ça parle parce que c'est des esthétiques de leur enfance, mais avec une vision un peu plus renouvelée. Voilà, c'est un peu ça le public cible de mon jeu, c'est les meufs trans, quoi, concrètement. Bref, plateforme, bah voilà, ça sortir sur PC. Et si jamais j'ai de l'oseille, bah je le sortirai sur Switch, mais j'aurai jamais de l'oseille pour le faire, donc ça va sortir sur PC. Et ensuite, voilà, là on commence à rentrer dans le game design un peu plus lourd. Là on va commencer à rentrer un petit peu dans... On va commencer à vraiment définir des trucs.
Parce que du coup, lorsque tu commences à réfléchir à ton jeu, dans les tout débuts, dans les tout premières grandes lignes, tu commences à définir les durées. Donc là, on commence à vraiment entrer à proprement parler dans le game design. Donc non, je ne boycott pas Steam spécialement. Ça sortira sûrement sur Steam. Après, il y a un monde où ça sort en payant sur Steam et gratuitement sur Itch.io, mais bref, c'est un autre problème ça encore. Donc moi, du coup, voilà, c'est le moment où tu commences à définir combien de temps durent les différents trucs du jeu. Et c'est ce qui va commencer à définir ce qu'on va appeler la scale. La scale, c'est le travail nécessaire pour faire un jeu. Donc la scale va dépendre, c'est pas ce qui va définir la durée de ton jeu, c'est parce que tu as des jeux avec des très grosses scales qui peuvent être faits très vite, parce que tu as beaucoup de gens qui travaillent dessus. C'est vraiment une mesure de la quantité de travail. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas défini que par la durée du jeu, parce que par exemple, un FPS qui dure 10 heures sera beaucoup plus dur à faire qu'un puzzle game qui dure 10 heures. Il aura un scale beaucoup plus grand, donc ça dépend de ton type de jeu, ça dépend de la durée de ton jeu, et ensuite, du coup, ça va aussi un peu dépendre de la taille de ton équipe, à proprement parler. Donc moi, c'est quoi les durées de mon jeu? Bah moi, je pense qu'un combat, ça dure 2-3 minutes max, vraiment grand max. Je pense que la plupart des combats vont durer moins d'une minute. C'est quand même des combats très rapides, où les ennemis peuvent te mettre très cher. Donc du coup, faut que ça aille quand même assez vite. Sauf pour les boss. Voilà, les boss, je pense que ça va durer entre 10 et 20 minutes grand max. Ensuite, une room. Les rooms, moi, du coup, ça correspond à un chunk. Combien de temps tu mets pour explorer, en gros, une pièce en fonction de la taille de la pièce. Du coup, moi, ça ira, quoi, de 3-4 minutes minimum à 10 minutes grand maximum pour les grandes pièces. Genre, une grande pièce dans un château, tu vas l'explorer peut-être, ouais, en 10 minutes, quoi, concrètement. Les checkpoints, c'est la durée que tu vas avoir entre deux points de sauvegarde. Combien de temps tu vas mettre avant de pouvoir sauvegarder la prochaine fois. Donc moi, ça va de 20 à 45 minutes, à peu près. C'est peut-être un peu moins. On verra, parce que ça, c'est pareil, des trucs qui sont voués à évoluer avec le futur. Mais moi, j'aimerais bien faire un jeu dans lequel, quand t'arrives à ton prochain checkpoint, t'es bien à moitié mort, quoi. Genre, le checkpoint, il arrive au bon moment. Je veux que passer d'un checkpoint à une autre, ce soit un vrai enjeu. Euh, Ensuite, on a ce que j'ai appelé, là j'ai appelé ça une run, mais je vais changer le nom parce que j'ai changé le nom. C'est une expédition. L'expédition, c'est un peu le truc intermédiaire entre définir une grande zone de ton jeu, genre un biome, une grande zone, tu vois, de juste le point que tu as entre deux checkpoints. C'est-à-dire qu'une expédition, en proprement parler, c'est le moment où tu réussis un objectif, un des gros objectifs d'une zone. Genre par exemple, voilà, t'as une grande zone, admettons, t'as une zone qu'on va appeler complètement au hasard Nécrolimbe. Voilà, admettons que la zone s'appelle Nécrolimbe. Je sais pas d'où me vient ce nom comme ça, genre. En tout cas, c'est un. Je sais pas, ça me vient comme ça, je trouve que c'est un joli nom, Nécrolimbe. Admettons la zone s'appelle Nécrolimbe. Bah, une expédition, ça va être le moment où tu vas, par exemple, partir du point de l'espèce d'avant-poste, je sais pas quoi, jusqu'au moment où tu arrives devant le château et tu as buté le mini-boss devant le château. Bah, ça, c'est une expédition. C'est une espèce de grosse. De gros parties du jeu. C'est un moment où tu réussis à faire un objectif, genre, important de la zone et où tu débloques quelque chose d'important. Ça peut être une zone. De toute façon, on va revenir plus tard sur tous ces sujets-là. Et donc, une zone, finalement, une zone, c'est un biome, quoi. Concrètement, une zone, c'est défini par, on va dire, des types d'ennemis. Il va y avoir un bestiaire spécifique à une zone. Il va y avoir des éléments graphiques spécifiques à une zone. Il va y avoir des mécaniques de jeu spécifiques à une zone. Il va y avoir, c'est les régions de ton jeu à proprement parler, quoi, concrètement. Et donc, finalement, mon jeu, à la toute fin, j'aimerais bien qu'il dure entre 8 et 10 heures. Et donc, tu peux commencer à diviser un peu ton jeu comme ça. Genre, moi, mon jeu, si je veux qu'il fasse 8-10 heures avec des zones qui prennent 3-4 heures à terminer, ça veut dire faire 3 zones, concrètement. Il y aura 3 zones dans mon jeu, a priori. Une expédition qui dure 1 à 2 heures, ça veut dire que a priori, il y aura entre 2 et 3 objectifs principaux, grosses milestones, par zone. C'est court 10 heures? Non, c'est vraiment. C'est pas très court 10 heures en vrai. Genre faire un jeu de 10 heures, c'est quand même déjà pas mal ambitieux. Je rappelle que je suis toute seule, hein. Un checkpoint, du coup, on peut voir que pour une expédition, ça correspond à peu près à. Ouais, 10 heures, c'est long de fou, hein. Je sais pas du tout si je vais réussir à faire un jeu qui dure 10 heures à la fin, hein. Du coup, voilà. Une expédition qui dure entre 1 et 2 heures, bah, ça correspond à 4, 5, 6 checkpoints
genre dans ces eaux-là, quoi. Donc ça permet du coup de définir à peu près combien de checkpoints tu vas avoir dans ton game design, dans ton level design. Ce qui permet du coup de savoir à peu près la taille que va faire ta zone. Combien est-ce qu'il y aura de points de sauvegarde différents dans ta zone. Du coup là, on est sur à peu près une douzaine de checkpoints par zone. Quelque chose comme ça. Ensuite, voilà, on a du coup combien de rooms il faut pour faire un checkpoint. Donc là, vous voyez que pour faire un checkpoint, il va falloir enchaîner quelque chose comme 4, 5 chunks, peut-être 6 chunks, quelque chose comme ça. Mais des vrais chunks pour le coup, pas des mini chunks. Donc voilà en gros à quoi ça sert de commencer à définir les durées. Ça permet de vraiment commencer à réfléchir, à proprement parler, à ça va être quoi la quantité de taf que tu vas devoir fournir. Euh, Ensuite, du coup, voilà, j'ai mis quelques références et inspirations. Alors à la base, j'avais pas mis Skyrim, j'avais mis Fear and Hunger, mais j'ai remplacé par Skyrim parce que en vrai, je m'inspire pas mal de Skyrim, surtout sur le côté avoir une arme dans chaque main et sur toute la partie discrétion, où pour le coup, il y a vraiment genre un système de crouching qui est très proche de Skyrim. J'ai aussi évidemment cité Dark Souls, parce que voilà, c'est Dark Souls. Depuis le début, je fais que utiliser ce jeu-là comme référence. Voilà, je fais partie de ces joueuses qui ont été matrixées. Et Hotline Miami, voilà, dont je parle aussi depuis le début, qui va plutôt être en termes d'esthétique et aussi en termes de durée et de design. Je m'inspire aussi de Hotline Miami dans le sens où Hotline Miami, c'est un jeu qui a été fait par un mec tout seul, parce qu'il a hyper bien réfléchi à comment est-ce qu'on fait de l'économie de moyens. C'est-à-dire qu'il a vraiment, vraiment beaucoup réfléchi à comment je fais un jeu complet et entier tout seul, sans me crever à la tâche et la vue top-down. Enfin, il y a plein de trucs qui sont très bien réfléchis dans Hotline Miami par rapport à ça. J'aime bien la philosophie de design qu'il a eu. Et donc je m'en inspire un peu. La musique fait tout le jeu. Ah non, le jeu est déjà très bien de base. Et la musique en fait un diamant pur qui est absolument parfait. J'en prends Hotline Miami 1, c'est un des rares exemples de jeu parfait. Je ne vois aucun défaut à Hotline Miami 1. Genre, il commence à y en avoir dans le 2, mais genre, enfin, moi, c'est un des premiers jeux qui m'a donné envie d'être game design, enfin, d'être dev de jeux vidéo, genre vraiment. Dans les tout premiers jeux qui m'ont donné envie de faire du dev, il y a Hotline Miami, Minecraft et deux trois jeux comme ça, tu vois. Vraiment très très fort. J'ai l'impression que tu prends pas en compte le fait que des gens peuvent crever, donc augmenter le temps du jeu. Oui, il y a un peu. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être, t'as raison, j'ai peut-être un peu sous-estimé ce truc-là par rapport à la durée du jeu. Moi, j'ai réfléchi à si tu meurs pas à mes durées de jeu. Mais c'est vrai que t'as raison, peut-être faudra que je réfléchisse par rapport à ça. Euh, Ensuite, j'ai quelques inspirations de mood. Voilà, c'est pas une mood board, c'est un début de mood board. Donc vous voyez que je suis pas mal inspiré de l'esthétique wizardry de l'époque. Je suis évidemment inspiré par toute l'esthétique Metal Hurlant, l'esthétique Jodorowsky Core, et par ce que j'expliquais la dernière fois, du coup, la science-fiction japonaise des années 80-90. On va essayer d'accélérer un peu parce que la capsule fait déjà 45 minutes. Donc ça, c'est la partie numéro un. Ça, c'est les premiers grands trucs que tu définis en mode... c'est les idées de base du jeu, quoi. Genre... Deezer No Death, c'est abusé de zinzin. Non, mais t'as raison, hein. Je pense qu'il faut que je baisse la scale de mon jeu. Je pense que t'as raison, Zwazlig. Encore une fois, j'ai pas dit que c'était parfait, hein. C'est un premier jet fait un peu à l'arrache, mais oui, je pense que t'as raison. De toute façon, de base, une règle quasi systématique chez quasi tous les game designers, on est quasi systématiquement trop ambitieux, genre. Enfin, vraiment, c'est pour le coup un immense problème. On a toujours tendance à vouloir trop en faire, à vouloir faire trop de trucs. Et souvent, les contraintes matérielles de création du truc finissent par nous ralentir. Donc, euh, donc on va voir. Hotline Miami, c'est moins de 10 heures. Ouais, mais Hotline Miami, c'est aussi un jeu qui a une énorme rejouabilité. Enfin bref, de toute façon, voilà, on a tendance à toujours overscale les jeux. C'est pas très grave. Moi, je vais voir combien de temps ça dure et si ça se trouve à la fin. Alors, ce qui est sûr, c'est que moi, je veux faire 3 zones. Je trouve qu'un jeu qui n'a que 2 zones, ça sonne pas bien. Genre, j'ai l'impression que 3 c'est le nombre de variations minimales que t'attends de gameplay, quoi. Genre, t'attends une zone de départ où t'apprends les bases du jeu, tu t'attends à au moins une zone intermédiaire qui te propose un peu un challenge un peu différent, et ensuite tu t'attends à une zone finale où tu dois concrètement appliquer tous les trucs que t'as appris. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de faire des zones plus courtes aussi par rapport à ça, du coup. Donc peut-être que je vais faire en sorte que les zones soient moins grandes, mais qu'il y en ait plus 4 ou 5 tu vois. Après, les Spire. Après, 3 zones, c'est aussi bien pour lorsque tu fais des roguelikes pour le coup. Mais moi, c'est pas un roguelike. Ce sera peut-être un roguelike plus tard. Mais là, enfin, le deuxième jeu. Mais là, pour le moment, c'est pas un roguelike. Bref, tu vois-t-il qu'il faut réfléchir à ces trucs-là. Voilà, deuxième partie. On va essayer de passer rapidement parce que j'ai envie de partir sur les loops de game design. Parlons un petit peu de l'expérience utilisateur. Et le truc qui va nous intéresser le plus,
c'est ce qu'on appelle la core fantasy, la fantasy principale. Parce qu'une fois que tu as défini tous ces machins-là, tu peux réfléchir, tu peux revenir sur tes réflexions pour essayer de réfléchir à, d'accord, du coup, c'est quoi concrètement la fantasy à laquelle ton jeu correspond. Par exemple, la core fantasy d'un jeu comme Doom, ça va être de jouer littéralement un prédateur de démons. C'est-à-dire un super prédateur. Tout l'objectif de Doom, en tout cas de Doom et de Doom Eternal, c'est un poil moins vrai sur The Dark Age, où tu joues plus un CRS, mais c'est de jouer, du coup tu joues deux prédateurs au final, c'est de jouer vraiment ouais, un prédateur de trucs qui sont censés être des prédateurs d'êtres humains. Donc tout le jeu est pensé comme ça. Genre l'entièreté du jeu est vraiment conçue pour cette fantaisie centrale de un mec qui fait peur aux trucs qui sont censés faire peur. Genre la core fantasy d'un jeu à la Skyrim, ça a beaucoup plus être un truc vaste de genre la fantasy de pouvoir jouer n'importe qui dans un univers d'heroic fantasy. Euh, voilà, c'est une fantasy qui est beaucoup plus large. Et la fantasy qu'il y a autour de Skyrim, elle est beaucoup plus basée sur le fait que tu peux devenir n'importe quoi. Tu peux faire la guilde des voleurs, des assassins, des machins. C'est beaucoup plus basé sur ces trucs de libre choix que tu retrouves pas du tout dans un jeu comme Doom, tu vois, par exemple. Et en fait, voilà, essayer d'établir c'est quoi la fantasy centrale à laquelle c'est de répondre. C'est ça tu veux réussir à mettre le doigt dessus quand tu réfléchis à ta core fantasy. Et moi, je suis nul à chier pour ça, voilà. Je suis pas très bonne pour réussir à savoir c'est quoi la core fantasy du truc que je développe et tout, etc. Du coup, j'ai essayé de bricoler un truc, mais en fait, ça ressemble un peu à mon high concept. Du coup, je pense pas que ce soit une très bonne core fantasy. Je pense que ça va être un truc qu'il va falloir que je retravaille un peu plus tard. Je pense que ma core fantasy, c'est genre d'être un élément important d'un mouvement révolutionnaire au sein d'un univers. Voilà, je sais pas trop comment le définir, hein, c'est un peu compliqué. Du coup, j'ai écrit ça pour le moment. J'ai écrit vous incarnez une goule qui surgit au cœur d'un conflit pulp entre dinosaures cyborgs et aliens magiques. Vous explorez la carcasse, un monde machine de ferraille sacrée et de technomancie, pièce par pièce, chunk par chunk, en lisant l'espace et en prenant des décisions rapides sous pression. C'est un dungeon crawler FPS sur une grille où chaque action est un commit, mouvement, attaque, posture, interaction. Tout est rythmé par une unité de temps atomique. Le joueur ne peut pas spam, il enchaîne des actions nettes, quasi musicales et cherche le momentum. Il n'y a pas de leveling, la goule est déjà morte, la puissance vient des objets, armure et armes, donc respect gratuit, bulle de variée. Mais le monde reste dangereux. Survivre et garder ses ressources est une compétence à part entière. Je trouve ça trop long et pas terrible, mais pour le moment, on va dire que c'est bien. On va dire que c'est bien. Je pense que je dois la retravailler pour un truc plus. Ensuite, tout bêtement, dans l'expérience utilisateur, bah, on va avoir les inputs de votre jeu. Donc, à quoi correspondent chaque touche pour votre jeu s'il se joue en clavier souris et sur un contrôleur, quand ça se joue à la manette. Moi, j'ai fait les deux. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'inputs dans mon jeu, à savoir juste des mouvements, la possibilité d'esquiver, le fait de pouvoir sauter ou d'escalader, interagir, s'accroupir et utiliser ses armes. Moi, vous pouvez voir que concrètement, voilà, c'est les pattes du clavier principal. Q et E, ça sert à esquiver. R pour interagir. Espace pour sauter et escalader. Contrôle pour s'accroupir. Et les clics des souris pour pouvoir utiliser les armes. Et du coup, sur une manette, ça se joue comme ça concrètement. Voilà, j'ai fait un autre petit schéma pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il y a dedans. Attends, comment ça Skyrim n'est pas vraiment un RPG, il n'y a pas de choix et de conséquences. Mais t'as joué à Skyrim? Genre, c'est vraiment difficile de nier que Skyrim est un RPG. Hein. Désolé. Hein. Mais bref. Littéralement, role-playing game. Genre, tout ce que j'ai dit, c'est que la core fantasy, c'est que tu joues un rôle. Bref. Ensuite, voilà, quelques éléments sur la caméra. Bon, les possibilités, c'est pas très intéressant. Ça, c'est juste genre un descriptif de qu'est-ce que fait la caméra et comment se comporte la caméra dans un jeu. Ensuite, ce qui va plus être intéressant, c'est ah, t'es un puriste de joueur de Morrowind. Oui, ok, je vois très bien, mais c'est pas parce que t'es fan de Morrowind que tu dois nier le fait que Skyrim est un RPG. Hein. C'est bizarre, genre. Les attentions. Ça, c'est plus important déjà par rapport à ma caméra. Genre, ma caméra, elle est surtout faite pour être lisible. Ce qui a peur de ces problèmes. Je pense qu'il faut que j'augmente la taille de mes cases en ce moment parce que ça pose des problèmes de lisibilité. À minima, quand t'es debout, faut que tu vois la case d'en face, là où tu vas mettre les pieds. Ça, c'est un truc que j'impose, tu vois. Par contre, quand on est crouch, je veux qu'on puisse voir la case qui a à nos pieds. Voilà, c'est un truc qui est imposé. Je pense que quand on est crouch, le minimum, c'est qu'on voit où est-ce qu'on est nous directement. Il faut que, peu importe la position dans laquelle t'es, que tu sois en train de charger une arme, que tu sois en train d'esquiver, que tu sois en train de faire ce que tu veux, il faut systématiquement
que la direction tout droit soit claire, qu'il n'y ait pas de doute à avoir sur c'est quoi en face de toi. Et lorsqu'il y a un élément qui permet de passer d'un chunks à un autre, bah, il faut que ça soit clair pour le joueur en une seconde. Ça, c'est les quelques trucs que j'impose au niveau de la caméra. Si jamais ces trucs-là sont pas respectés, eh ben, c'est que la caméra de mon jeu n'est pas bien, concrètement. Ensuite, on a toute la partie HUD. Le HUD, concrètement, c'est l'interface utilisateur quand tu es in-game, quand tu es en train de jouer. Je ne l'ai pas encore travaillé. Je n'ai encore rien fait de HUD. J'ai encore rien fait autour de la question de l'interface. On parle pas de ça aujourd'hui. On parle pas de ça aujourd'hui. Euh, et on va ensuite passer à la suite du jeu. Mais les gens dans le chat, vous vous rendez compte quand même que vous avez là, genre, Skyrim, et c'est plus un action RPG qu'un RPG, actually. Est-ce que vous vous rendez compte que là, vous êtes aussi insupportable que les gens qui sont en train de dire, oui, alors en fait, ça n'a rien à voir, c'est de la, c'est de la progressive hard techno, et t'as confondu ça avec de, genre, de la hard trance. Non mais tu te rends compte quand même que tu confonds tout. Tu veux dire que tu es en train de confondre la hardstyle avec la minimaliste hardstyle, mais je veux dire, ça n'a strictement rien à voir. Enfin, genre, est-ce que. Ah non, attendez. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que là, vous êtes en train de confondre. Genre, le breakbeat avec la breakcore. Non, mais genre, c'est. Ah, mais moi, lorsque vous avez ce genre de débat dans le chat, c'est comme ça que je vous entends et c'est comme ça que je vous vois, quand bien même je comprends ce que vous voulez dire. Désolé les gens, mais les action RPG et les JRPG sont des RPG. Hein. On risque d'avoir l'air. D'avoir une hot take. C'est un peu comme le hard rock. C'est un style du rock. Ah, et non pas de rock. Rock.web, qui est un artiste. Bref, aparté sur vous qui êtes absolument insupportable sur est-ce que Skyrim est un RPG ou pas, alors que c'est de toute évidence un RPG, on va quand même passer au gameplay loops. C'est là où je voulais en venir quand même à la base. Et du coup, vous allez voir que les durées qu'on a définies tout à l'heure m'ont permis d'établir les premières boucles de design. Faut savoir que c'est pareil, les gameplay loops, c'est un truc que tu peux potentiellement enrichir par la suite. Attendez. Pardon. Et donc du coup voilà, mes premières loops correspondent à les différentes échelles de mon jeu. Essayez de voir ça comme un oignon. Par exemple, dans une room, il peut y avoir plusieurs combats. Entre deux checkpoints, il y a plusieurs rooms. Une expédition est constituée d'une série de checkpoints. Une zone est constituée d'une série d'expéditions. Et le jeu, c'est l'ensemble des zones. Et du coup, tu définis comme ça. Les loops, les boucles de design, c'est des trucs qui sont faits pour se répéter un peu comme un fractal. Tu as des plus petites loops qui permettent de définir des plus grandes loops, qui permettent de définir dans encore plus grandes loops, pour définir des encore plus grandes loops. Et à la toute fin, la loop ultime, c'est finir le jeu en intégralité. Et est-ce qu'il y a de la rejouabilité? Donc, est-ce que tu as envie de relancer le jeu? Donc, on va. Alors, et alors, pareil, moi, je me suis déjà fait engueuler parce que je sais pas bien faire mes boucles de design. Parce que quand t'es autodidacte, t'apprends à les faire comme t'apprends à les faire. Donc, encore une fois, il n'y a pas de savoir académique. Enfin, si, il y a un savoir académique, mais c'est pas une science. Du coup, là, on va voir un petit peu c'est quoi mes boucles de gameplay à moi. La toute première boucle de gameplay, je dirais même la plus importante à définir, c'est ce qu'on appelle la core loop. C'est quoi une core loop? Bah, concrètement, c'est genre, qu'est-ce que tu fais d'un moment à l'autre? Genre, c'est vraiment genre, c'est quoi les actions fondamentales que tu fais dans le jeu? Genre, c'est quoi le truc que tu fais? Genre, dans un FPS, la boucle, elle est pas très compliquée. En vrai, si, elle est hyper compliquée. Mais parce qu'on a plusieurs abricalises dans les. Mais bref, ça va être genre viser, tirer. Viser, tirer. Se déplacer, c'est une autre core loop. Tu peux avoir plusieurs core loops sur un même jeu. Parfois, tu as un jeu, genre, tu vas enchaîner des phases vraiment d'exploration, où la core loop du gameplay, ça va vraiment être à proprement parler l'exploration, et ensuite le combat. Moi, en l'occurrence, vu que j'ai une durée atomique, j'ai un temps défini pour n'importe quelle sous-action, bah, ma core loop, ça correspond à une sous-action. Voilà comment j'ai réfléchi à ma loop. Et du coup, comment ça marche? Moi, j'ai fait des loops en 4 ou 5. Donc en fait, généralement, c'est un enchaînement de 4 et puis je fais un retour. Du coup, la première loop qui sert à définir les actions de base, c'est en gros, t'es sur ta grille, qu'est-ce que tu fais? Donc t'es dans un espace 3D, t'es devant un machin, t'as plusieurs intentions possibles, soit agresser un ennemi, survivre à une attaque. C'est pas turn-based, c'est pseudo-turn-based. Mais ça, j'expliquerai plus tard dans une autre capsule à proprement parler, plus en détail. Vous comprendrez, ça sera plus clair quand je vous montrerai aussi un peu le jeu à la fin de la capsule.
Donc en gros, voilà, tu peux agresser, être discret, esquiver, te repositionner, donc te déplacer, interagir. Ça, c'est toutes les actions de base du jeu. Elles sont commises par un action time. Parfois, tu as certaines actions qui vont prendre plusieurs action time. Genre par exemple, charger une attaque, ça va être charger, 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 attaquer. Donc là, il y a 4 action time qui se sont passés. Mais du coup, la loupe à proprement parler, c'est chaque charge correspond à une loupe. Parce que tu as une prise de décision à chaque instant de la charge. Quand tu es en train de charger ton attaque, tu charges une fois, tu peux décider d'esquiver ou pas. Tu charges une fois, tu peux décider d'esquiver ou pas. Tu peux décider d'avancer, tu peux décider. Et c'est ce truc-là de prise de décision qui va définir c'est quoi la loupe. Du coup, moi, chaque temps atomique, chaque durée atomique est définie par justement cette loupe qui est du coup définie comme ça. Du coup, la première partie, c'est la prise de décision. Tu cherches c'est quoi les points d'intérêt dans une pièce, c'est quoi les menaces qui sont face à toi. Ensuite, tu choisis une action qui correspond à ce que tu as réussi à lire. Donc, ça peut être attaquer, bouger, s'accroupir, regarder vers le haut ou vers le bas, sauter, escalader. Ça, c'est toutes les actions de base qu'il y a dans mon jeu. Le commit, c'est-à-dire le fait que du coup, cette action, elle va durer un temps et pendant ce temps, tu vas avoir une petite perte de contrôle. Et donc finalement, des feedbacks. Ça va être soit tu explores un peu plus la pièce, soit tu évites une attaque, soit tu prends des dommages, soit tu découvres une nouvelle partie, etc., etc., etc. Oui, il y a écrit consomme T parce que le jeu est transmasque, effectivement. Voilà, le jeu est sous testostérone. Et voilà. Et puis ensuite, du coup, tu vas avoir la boucle de retour qui a quelques petites spécificités. Parce que parfois, tu vas avoir un micro replan ou pas du tout. Parce que, en fait, si tu es resté appuyé sur ta touche, par exemple, pour avancer, ça va juste continuer à te faire avancer. Du coup, il n'y aura pas tant de prise de décision. Genre, si ta prise de décision, ça a été avancer tout droit, bah du coup, s'il n'y a pas de nouvel obstacle ou de gens qui t'attaquent ou de pièges, du début à la fin, tu vas garder la même intention qui est aller là-bas. Euh, Donc c'est comme ça qu'est définie du coup ma toute première boucle de gameplay. Alors je sais pas s'il y a des game designers professionnels qui regardent ce stream ou qui regardent la rediff, n'hésitez pas à me faire des retours parce que je sais pas si elle est bien. Moi je la trouve bien. J'ai quand même passé un moment à la réfléchir, mais je sais pas si elle est bien. Donc ça c'est pour la toute première loupe. Le deuxième truc important dans le jeu, c'est les combats. C'est le deuxième truc en termes de durée, après l'instantanéité, c'est qu'est-ce que tu fais pendant un combat. Donc concrètement, un combat, ça va être une séquence de commit rythmé, donc c'est une séquence de core action qui va être entre autres rythmée par les actions d'un ennemi. Donc il faut être capable de lire les timings de cet adversaire, prendre des risques calculés, gagner du terrain au maximum, et ensuite convertir au mieux les dégâts que tu fais. Tu pourras obtenir derrière du loot pour se faire punir, etc. Donc concrètement, un combat, ça va commencer par le fait engager le combat soit au corps à corps, soit à distance, soit de manière discrète. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un trade. Le trade, c'est le moment à proprement parler où soit vous êtes en train de vous tirer dessus à distance avec l'ennemi, soit vous êtes face à face en train d'échanger des attaques. Ça peut parfois du coup être lié. Parfois, tu peux avoir une reposition, genre par exemple changer d'endroit, genre l'ennemi qui t'a fait un knockback, toi-même qui a fait reculer l'ennemi. Enfin bref, il va y avoir à un moment donné, tu te repositionnes sur la grille. Puis du coup, ensuite, voilà, est-ce que tu as pris des dommages par ce trade? Est-ce que tu as machin, etc. Puis ensuite, tu reviens, tu te réengages face au combat d'ennemi, et puis tu refais cette loupe comme ça à l'infini, jusqu'à ce que l'ennemi meure. Ensuite, à la récompense, c'est genre, soit il est mort, soit du coup, tu récupères son loot, soit tu peux continuer d'explorer, en fait, concrètement. Je suis game designer, et j'avoue que pour comprendre, il manque le déroule de l'action en dehors de ce que les actions peuvent faire. Ok, ça te va, on en reparle à la fin de la capsule? Ça m'intéresse. Mais c'est vrai qu'il manque peut-être. Oui, c'est vrai qu'il manque. Il n'y a pas d'arbre de décision. J'ai pas encore fait d'arbre de décision. Peut-être que ça vaudrait le coup de mettre sur le papier, à proprement parler, genre un déroulé de l'action. Non, c'est vrai que t'as raison, genre ça manque. Autre truc qui manque aussi, c'est à quoi ressemble la première game du joueur. Genre, normalement, ça sait faire ça. Genre, à quoi ressemble la première expérience de A à Z. Un truc auquel j'ai pas encore réfléchi, mais qui mériterait d'être réfléchi plus tard. Effectivement. Ensuite, du coup, je disais, euh, dans un combat, il peut y en avoir plusieurs au sein d'une même room. Donc, du coup, voilà, la prochaine étape, le prochain segment, on va dire, c'est la loop de room. Donc, en gros, l'idée, c'est que une room se veut comme étant un espèce de micro-puzzle. Déjà que les combats sont un peu low-key des puzzles,
Mais les rooms, à proprement parler, c'est vraiment, genre, ça doit se réfléchir comme étant des formes de puzzle, mais dans laquelle tu as une orientation qui est quand même facile. Il y a de la verticalité, des combats, de la découverte de secrets, et concrètement, au sein d'une pièce, une fois que tu as clean la pièce, la grande décision que tu vas prendre, c'est vers quel autre room je me dirige. Parce qu'il y a souvent plusieurs possibilités d'une même room pour aller vers une autre room. Euh, donc là, pareil, la boucle d'une room, ça correspond à t'arrives dans la room, tu repères les différentes menaces, tu peux plus ou moins repérer les différentes sorties, ou plus ou moins dans quelle direction tu dois aller pour trouver les différentes sorties. Ensuite, tu décides, est-ce que tu vas être plutôt safe? Est-ce que tu vas genre voilà, te cacher, essayer de la jouer le plus safe possible? Est-ce que tu vas plutôt genre aller frontalement à l'attaque? Est-ce que tu vas genre fouiller de fond en comble la pièce ou est-ce que tu vas plutôt essayer d'aller vite? C'est des moments de décision, c'est un moment de prise de décision. Ensuite, du coup, voilà, tu as la résolution de la room. Est-ce que tu vas survivre à la room? Donc, est-ce que tu as réussi à gagner tes combats? Est-ce que tu as réussi à éviter la bagarre? Est-ce que tu as réussi à trouver les bons secrets? Et du coup, voilà, ensuite, tu récupères la quatrième partie de la loot, donc, à savoir, tu récupères du loot, tu en apprends plus sur le lore et tu débloques des zones d'exploration supplémentaires. Et du coup, tu quittes la pièce, tu quittes la room, et c'est ça qui va te faire revenir dans une nouvelle room. Et du coup, la boucle de pièces est terminée. Ça, c'est pour le design de ma room. Et donc, ah oui, ce que j'ai oublié de dire sur les boucles de game design. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? À quoi ça sert, concrètement? Au-delà, du coup, de mieux conceptualiser les actions que va faire le joueur. Bah, l'objectif, du coup, c'est de repérer pour chaque partie de ton jeu, pour chaque élément et chaque échelle de ton jeu, concrètement, en quoi il est intéressant, en quoi c'est intéressant, quelles décisions à prendre sont intéressantes, quel système de risque et de récompense est sous-jacent à cette boucle de gameplay, et c'est quoi les feedbacks et les récompenses quand tu réussis. Ça permet de mettre tout ça en lumière. C'est pour ça que c'est important. Genre, par exemple, la première boucle de ma loupe, c'est genre sur le fait d'être capable de lire l'action. Donc déjà, avec ça, ça veut dire qu'il faut que les points d'intérêt et que les menaces, elles soient clairement établies. Donc c'est déjà un premier truc qui t'indique le genre de feedback que tu dois faire dans ton jeu. C'est déjà un truc qui t'indique comment tu dois structurer à proprement parler le jeu pour que ça soit suffisamment clair. Donc déjà, il y a ça qui est mis en avant dans cette boucle de gameplay là. Si jamais je faisais un FPS, vu que la première étape ce serait genre de aim, bah, il faudrait que voilà, tu réfléchis à avoir une aim qui est satisfaisante. La partie choisir, c'est plutôt la partie sur la prise de risque. Ça va être la partie genre risque-récompense. Donc il faut que tu proposes des routes qui sont plus safe, mais qui sont moins récompensantes, et des routes qui sont moins safe, mais plus de récompenses. Dans une core loop, admettons dans un combat, ça va être beaucoup plus autour de est-ce que j'esquive maintenant? Est-ce que j'esquive plus tard? Est-ce que c'est là que va être la prise de risque? Ça va être sur le fait il y a quand même une notion de pari. Une fois que tu as lancé une action, tu lances un pari sur ce que va faire le mec en face. Ou sur ce qui va advenir lorsque tu avances et que tu explores. Ce genre de truc. On se rapproche d'un arc-héros plus complexe. Je connais pas non plus ce jeu-là, désolé. Et du coup, les feedbacks derrière permettre de mettre en avant comment ça va être récompensant, tu vois. Genre, il faut à la fois des feedbacks pour que tu comprennes quand tu as des dommages, des feedbacks qui comprennent quand tu mets des dommages, des feedbacks. Toutes les actions qui sont définies dans chose doivent avoir des bons feedbacks. Faut qu'il y ait un bon feedback quand tu sautes. Faut qu'il y ait un bon feedback quand tu t'accroupis. Faut qu'il y ait un bon feedback quand tu attaques, quand tu te déplaces. Enfin, bref, ça permet de définir tous ces trucs-là qui sont à faire ensuite par les artistes. Du coup, derrière un combat, ça va montrer d'autres trucs. Genre, par exemple, la prise de décision, le skills va être défini par la partie trade. Ça va plus être un truc qui est basé autour, à proprement parler, du skills en tant que tel, que de la prise de risque. Donc ça va définir par rapport à d'autres enjeux en termes de game design, ce truc-là, tu vois. Et pareil, du coup, il faut qu'à la fin, un combat, il soit satisfaisant si tu gagnes. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie genre finish, loot, conversion, etc. Il faut que lorsque l'ennemi meurt, ce soit satisfaisant. Et il faut que tu aies vraiment un sentiment d'être en sécurité derrière pour pouvoir continuer d'explorer la pièce, etc. Et du coup, c'est à ça que ça sert les boucles de design. Ça sert à ce que tout le monde qui lit ça comprenne c'est quoi les enjeux de design qu'il y a derrière cette mécanique. Euh, Donc par exemple, lorsque tu finis une room, il faut que ça soit satisfaisant d'explorer pour que l'explorer de d'autres rooms soit une récompense suffisante. Donc il faut que l'exploration soit vraiment bien travaillée pour que l'exploration des rooms
soit satisfaisante. Donc c'est pour ça qu'on fait des game design loops. J'ai oublié de le dire au début, j'aurais dû le dire plus tôt, mais c'est pas très grave. On était où déjà? Oui, sur les checkpoints. Donc entre deux checkpoints, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une série de rooms. Donc c'est pareil, genre il faut que cette série de rooms, il y ait des décisions qui soient prises par rapport à ça. Est-ce que il y a une seule route qui est possible entre un checkpoint et un autre? C'est une décision qui est intéressante à prendre. Est-ce qu'il y a des routes qui sont plus risquées et des routes qui sont moins risquées? Est-ce que tu sais que si tu passes par, je sais pas moi, frontalement, tu vas rencontrer plus d'ennemis, mais ça va aller plus vite et tu vas avoir de meilleures récompenses que si tu prends un chemin qui est plus discret, mais qui t'évite d'avoir des combats? C'est à ce moment-là que tu vas prendre ce genre de décision-là. C'est pas des décisions qui vont être prises à l'échelle d'une pièce, mais vraiment à l'échelle plutôt d'un enchaînement de pièces. Donc déjà, tu vas avoir plusieurs intentions et surtout, il va y avoir la notion de préparation. Parce que du coup, c'est ici que va être choisi le build que tu vas faire pour ton personnage. C'est au checkpoint que tu peux changer les armes que tu vas utiliser, que tu vas récupérer de la vie, que tu vas récupérer tout un tas de trucs. Donc c'est vraiment la phase de préparation et de construction, de build à proprement parler, tu vois. C'est le moment où tu vas commencer à réfléchir à ta gestion de ressources. Et c'est là où il va y avoir une vraie partie où le joueur se prépare à proprement parler pour partir. Donc ensuite, il y a la partie. Donc ce que j'ai écrit, du coup, il y a écrit le jeu se structure en segments entre checkpoints. Le joueur se prépare, pousse à travers plusieurs rooms en gérant l'attrition. Attrition, c'est pour dire genre, bah, par exemple, si t'as été blessé dans la pièce d'avant, tu vas garder ça tout au long de jusqu'au prochain checkpoint. Tu prends des détours risqués pour avoir plus de loot ou plus de shortcuts. Par exemple, explorer un cul-de-sac où tu sais que c'est un cul-de-sac et qu'il y a plein d'ennemis dedans, mais à la fin, il y a surtout une récompense. Puis ensuite, une fois que tu as atteint le prochain checkpoint, tu consolides ta progression. Et si jamais tu meurs, oh bah tiens, je me demande où j'ai été chercher cette idée, mais du coup, tu fais tomber tout ton argent, il faut que tu ailles la rechercher à la prochaine exploration. Ça lance ce qu'on va appeler une corpse run. Et salut Onibaku, comment ça va? On est en train de parler de game design. Si un modo peut faire un shout-out à Onibaku, tu peux t'auto-shout-out aussi. Euh, donc du coup, voilà. La boucle, concrètement, ça va être ce que je disais. Tu te prépares, donc tu récupères du heal. Tu peux rebuild ton personnage, tu peux changer d'arme, changer d'armure, changer ces machins-là. Ensuite, tu traverses, donc tu explores les différentes rooms les unes après les autres en manageant tes ressources. Donc là, le skills qui va être demandé aux joueurs, ça va plus être un skills d'orientation. Ça va plus être un skills de gestion de ressources. Donc c'est moins des délires autour de ta réactivité que de ta capacité à te repérer, à repérer où tu vas aller et à gérer les ressources qui te permettent de ne pas mourir pour aller d'un point A à un point B. Ensuite, il y a voilà la partie détour. Ça, c'est la partie plutôt risk-reward. Genre, est-ce que je prends un détour pour avoir des récompenses en plus? Ou est-ce que je vais tout droit? Etc. Enfin, du coup, là, c'est le moment où tu définis ta trajectoire à proprement parler. Et du coup, ensuite, la partie outcome. Genre, est-ce que tu as réussi à atteindre le prochain checkpoint? Donc, à ce moment-là, il faut que trouver un checkpoint à proprement parler soit quelque chose de très satisfaisant. Il faut que lorsque tu le vois, tu aies un sentiment de enfin! Et il faut que quand tu l'actives, ça fasse du bien à tes neurones, genre ça masse ton cerveau, tu vois. Ou si jamais tu meurs, il faut que ça soit frustrant, mais que tu aies envie d'y retourner. Genre il faut que tu aies envie d'aller chercher, il faut que tu aies envie de le faire, quoi. Et puis du coup, voilà, ensuite, soit tu meurs et du coup tu réessayes, soit tu unlock les prochaines routes entre le prochain checkpoint et les prochains checkpoints. Concrètement, c'est à ça que correspond ma loupe entre un checkpoint et un autre checkpoint. Donc là, on commence à arriver sur les boucles beaucoup plus larges qui seront putain définies par des éléments de design précis comme un checkpoint ou une pièce, mais plus par la progression du joueur à proprement parler. Notamment la notion d'expédition. Alors oui, c'est un terme un peu red flag colonial et tout, je sais, mais bon, j'en ai pas trouvé de meilleur. Donc une expédition, c'est une chaîne de checkpoints dans l'objectif, en vue d'atteindre un objectif. L'objectif, ça peut être buter le boss de la zone, ça peut être débloquer une nouvelle partie de la zone, ça peut être trouver un artefact particulièrement rare, ça peut être plein de trucs. C'est ça une expédition, c'est un truc qui a un objectif plus général que juste trouver un point de sauvegarde. Le joueur planifie une intention, il progresse checkpoints par checkpoints, en gérant toujours l'attrition, parce que tous les checkpoints ne régénèrent pas toutes les ressources. Par exemple, ta mana et ton stock d'énergie ne se recherchent pas forcément à un checkpoint, ça va dépendre. Tu franchis ce qu'on va appeler du coup une milestone, ça peut être un boss ou un truc qui verrouille une partie de la zone, ou trouver une nouvelle compétence qui te permet
de déverrouiller d'autres zones, genre dans les trucs qui sont un peu plus proches d'un Metroidvania, c'est ce qui va se passer. Ça permet du coup de débloquer durablement le monde. Ça permet d'avoir en fait, comment dire, finir une expédition, ça doit avoir une conséquence structurelle. Soit une compétence en plus, soit une zone en plus, etc. Soit une récompense. C'est vraiment un truc qui est structurant. Du coup, ça commence par une planification. Donc tu choisis, ça va être quoi concrètement, pourquoi tu fais une expédition, tu vois? Genre, est-ce que tu pars plutôt pour tenter d'avancer dans la storyline? Est-ce que tu pars plutôt pour aller chercher un objet puissant? Est-ce que tu pars juste par désir d'exploration, ce genre de choses? C'est quoi ton intention de base? Ensuite, du coup, voilà, il y a tout le progrès un peu large autour de passer de checkpoints en checkpoints, etc. Ensuite, du coup, il y a la milestone. Donc, est-ce qu'il y a un puzzle spécifique pour débloquer la zone d'après? Est-ce qu'il y a un boss? Est-ce qu'il y a un mini-boss? Est-ce qu'il y a un événement? Est-ce qu'il y a une salle particulièrement dure avec beaucoup d'ennemis? Est-ce qu'il y a un moment qui va venir tester le skills du joueur, on va dire? Sachant que n'oubliez pas que dans chaque zone, normalement, il y a une mécanique à part entière qui va être exploitée. Et bah du coup, ça peut être l'occasion à chaque expédition d'explorer différentes dimensions de cette mécanique. Par exemple, tu as une mécanique de poison, bah, du coup, tu vas réfléchir à comment est-ce qu'elle va s'exprimer, quelle forme elle va prendre à différents moments. Et du coup, genre, ta première expédition, tu vas dire, ok, d'accord, le poison, on va tenter de l'utiliser comme ça. Deuxième expédition, tu vas dire, là, vas-y, le poison, on va tenter de l'exploiter différemment. Et c'est seulement au boss final que tu vas tenter de combiner tout ce que tu as fait à chaque partie de ta zone. Donc voilà, ensuite,